Salut, avant que la vidéo commence, il faut que je vous dise que je recrute 2 personnes. Parce que ouais, je recrute des gens, moi. D'ailleurs, on approche doucement des 20 personnes, hein, mine de rien. Le premier poste, c'est un stagiaire assistant commercial, et le deuxième, c'est un rédacteur pour la chaîne Barakundar. Faudra qu'il sache écrire et tenir une caméra, puisqu'il y aura des vlogs à créer, avec l'aide d'un monteur vidéo. Pour plus de détails, c'est en description. Voilà, on est parti pour la vidéo maintenant. Tout au fond de la mer, les poissons sont assis. Les poissons sont assis. Bonjour mes poissons. Oui, j'ai trouvé que cette petite chanson enfantine était parfaite pour notre vidéo du jour. Puisque aujourd'hui, je vais vous demander de vous asseoir comme moi. Allez, je vous en prie, asseyez-vous, prenez place. Non merci Chris, ça va aller, on est bien debout. Mais si, j'insiste. Faut pas faire les timides comme ça, mettez-vous à l'aise. Non mais vraiment, sans façon, c'est très gentil, mais on décline. Bon, tant pis, restez debout. Mais c'est dommage, hein. Il y avait pas de danger, je sais même pas la faire fonctionner, moi, cette chaise. Mais je connais peut-être quelqu'un qui pourra nous aider. Ah bah, fallait le dire tout de suite, Chris. Je vais te montrer comment elle fonctionne, ta chaise électrique. C'est un jeu d'enfant. Enfin, jeu d'enfant, façon de parler, puisqu'on parle quand même d'un instrument de mort. Et ouais, je sais pas si c'était clair dans l'esprit de tout le monde, donc je le précise au cas où. Là, on va pas parler d'une chaise roulante électrique, ni d'un monte-escalier Stana pour les vieux. Pour retrouver ma tranquillité, j'ai choisi un monte-escalier Stana. Effectivement, il est aujourd'hui question de la chaise électrique qui sert à électrocuter fatalement les condamnés à mort. Et on va profiter des explications de notre mécano préféré. Pour vous montrer comment elle fonctionne, cette chaise, qui a d'ailleurs été inventée dans le but officiel d'exécuter les condamnés sans douleur, en tout cas d'après ses inventeurs qui promettaient qu'avec la chaise électrique, c'était fini la boucherie. Selon eux, l'électricité était un moyen propre, moderne, efficace et digne de mettre à mort. Sauf que la réalité est un petit peu différente. La chaise électrique est peut-être même une des pires méthodes. Parce que bon, l'effet de l'électricité sur notre corps n'est pas toujours simple à prédire. Qu'est-ce qui se passe exactement dans notre corps quand on prend une grosse décharge? Pour répondre à ces questions et plus encore, penchons-nous sur le fonctionnement du siège le plus terrible qu'on ait inventé. La chaise électrique, ça marche comment? Si vous viviez au Nebraska et que vous aviez commis un crime passible de la peine capitale, j'aurais une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. Commence par laquelle du coup? La mauvaise? La mauvaise, c'est que vous seriez obligé d'en passer par la chaise électrique, car le Nebraska est le dernier État américain qui impose encore ce mode d'exécution à ses condamnés. Alors c'est contrariant, mais heureusement, la bonne nouvelle, c'est que vous pourriez choisir le menu de votre dernier repas. Alors oui, c'est une tradition dans pas mal de pays, donc j'ai envie de vous dire bon appétit. Régalez-vous bien aux frais du contribuable américain, et sur ce, rentrons dans le vif du sujet. Avant toute chose, il faut faire asseoir le condamné et l'attacher à la chaise. Désolé, je sais que c'est macabre, mais je ne fais qu'appliquer la procédure. Le bourreau va ainsi sangler les chevilles, les poignets, puis le buste du condamné à la chaise. Enfin, il lui enfile un masque pour recouvrir sa bouche et ses yeux. Et je précise que le masque a quand même un trou au niveau du nez pour respirer. Sinon, on appellerait ça la chaise asphyxiante, pas la chaise électrique. En tout cas, voilà pour l'immobilisation. Ensuite, il faut brancher le condamné, si je puis dire. Et ce, grâce à 2 électrodes. L'une est serrée autour de la cheville du condamné à l'aide d'une vis, et l'autre, c'est un casque métallique qui est solidement attaché sous son menton. Ainsi, le courant qui va circuler entre ces 2 électrodes devra traverser tout le corps du prisonnier. Et d'ailleurs, pour aider le courant à passer, le crâne du condamné est rasé et on met également une éponge imbibée d'une solution conductrice sur sa tête. Et il ne reste alors plus qu'à envoyer le jus. Alors vous vous demandez peut-être comment des humains ont pu avoir cette drôle d'idée de mettre à mort via l'électricité. Ah c'est vrai que maintenant que tu le dis, c'est assez tordu. Pourquoi du coup? Bien, faut remonter en 1880 et aller en Amérique pour trouver la réponse. Parce qu'à ce moment-là, on exécutait par pendaison et c'était une méthode que les autorités ont commencé à trouver trop douloureuse et trop lente. Elles se sont donc mises en quête d'innovation. Et en 1888, bingo, la législature de New York avait trouvé une nouvelle méthode, qui serait l'électricité. Néanmoins, les autorités ne savaient pas encore s'il était plutôt préférable d'utiliser du courant continu ou du courant alternatif. Et un certain Thomas Edison a profité de cette hésitation pour faire du business. N'hésitant pas à semer la mort. Mais avant d'y venir, je vais laisser l'expert vous expliquer la différence entre ces 2 types de courants. Avec plaisir, c'est très simple. Le courant, d'une manière générale, c'est quand il y a des électrons qui se baladent, par exemple dans un circuit ou dans un condamné. Et lorsque les électrons se déplacent dans une seule direction, c'est ce qu'on appelle du courant continu. Tandis que lorsqu'il n'arrête pas de changer de sens, c'est ce qu'on appelle du courant alternatif, car il alterne. Et d'ailleurs, même vous, dans votre utilisation quotidienne, vous utilisez les 2 types de courant chez vous. Votre ordinateur, c'est par exemple alimenté au courant continu, tandis que les ampoules qui vous éclairent exploitent directement le courant alternatif qui arrive dans le réseau. Donc oui, le courant de votre ampoule n'arrête pas de changer de direction. Et ce, en tout cas en France, 50 fois par seconde. D'où le clignotement visible dans cette vidéo ralentie. Bref, si on en revient à 1888, Thomas Edison est le grand pionnier de l'électricité aux États-Unis. Son entreprise de courant continu éclaire déjà Wall Street et il s'imagine bientôt signer plein de contrats
contrat juteux avec toutes les villes américaines. Sauf que ces rêves de gloire vont rapidement être contrariés par l'émergence d'une technologie plus prometteuse que la sienne, le fameux courant alternatif, qui est plus rentable et plus performant. Ah ouais, là, Edison devait se sentir exactement comme quand on se prend un contre Uno. Ouais, mais Edison ne s'est pas laissé abattre. Son plan, c'était même plutôt d'abattre les autres, à vrai dire. Et ce, en finançant la version de la chaise électrique qui allait fonctionner au courant alternatif. Donc oui, il a développé une chaise qui marche avec la techno concurrente, dans l'unique but de discréditer son rival. Edison voulait vraiment que le courant alternatif ait la réputation d'un courant dangereux, pour que personne n'en veuille, quoi. C'est donc très sûr de son idée de marketing qu'il s'est mis à électrocuter tout type d'animaux lors d'une grande tournée promotionnelle aux quatre coins des États-Unis, histoire de démontrer que le courant alternatif était plus dangereux que son courant à lui. Il y a même un éléphant et des chevaux qui y sont passés, ce qui est injuste, puisque le casier judiciaire des animaux était vierge. Et puis Edison devait être très bon en dressage pour faire asseoir un cheval sur une chaise. Alors non, les chevaux étaient juste attachés. Le premier animal à se faire électrocuter assis, c'était un orang-outan. Puis vint le tour du premier humain, un certain William Kemmler, en 1890. Et le générateur retenu pour la chaise était bien un générateur à courant alternatif. C'était un générateur Westinghouse, du nom du rival d'Edison. Et d'ailleurs, ce rival, Westinghouse, travaillait avec un certain génie qui s'appelait Nikola Tesla, et qui a joué un très grand rôle dans le développement du courant alternatif. C'est d'ailleurs ma première bulle féconde, donc big up à toi Nicolas. Donc maintenant vous connaissez plutôt les voitures Tesla. Mais tout ça, ça vient de lui. Bah du coup, Westinghouse, c'était aussi un enfoiré de profiter de l'occasion pour vendre ses générateurs. Bah pour le coup, il n'était pas du tout d'accord. Mais il n'a pas pu empêcher que l'on tue avec son matériel. D'ailleurs, n'en déplaise à ce cher Westinghouse, on en a fini avec les préparatifs de l'exécution. Il est donc temps de mettre son générateur en marche, car le condamné va pas s'électrocuter tout seul, comme on dit. D'ailleurs, comment on fait l'experte ? Mais non, Chris, on n'alimente pas la chaise en la branchant sur secteur. C'est le générateur qui fournit toute l'électricité. Et en l'occurrence, vu que c'est un générateur de courant alternatif, on parle d'alternateur. Et pour comprendre le fonctionnement de l'alternateur, il n'y a qu'un truc à savoir. Quand on approche un aimant d'un matériau conducteur, genre un câble, ça fait bouger les électrons du câble en question. Puis quand on éloigne l'aimant, ça fait à nouveau bouger les électrons, mais dans l'autre sens. Et quand des électrons bougent dans un matériau, c'est ce qu'on appelle l'électricité, tout simplement. Bref, on peut créer de l'électricité avec un aimant. C'est merveilleux, mais ça ne fonctionne qu'à une condition, il faut que l'aimant soit en mouvement. Parce que si on place juste un aimant à côté d'un fil, il se passera rien. Les électrons s'en foutent. Par contre, si l'aimant se met à tourner sur lui-même, là, c'est la fête, les électrons s'amusent. Et c'est d'ailleurs globalement comme ça que ça fonctionne un alternateur. On fait tourner un gros aimant, car c'est plus simple que de faire des allées et venues. Donc voilà, il suffit de mettre un aimant sur un axe et de le transformer en toupie, et le tour est joué. L'axe tourne d'ailleurs grâce à un moteur des plus classiques, genre un moteur à essence. Et ce qui se passe est magique, car regardez, en tournant, c'est comme si l'aimant s'éloignait du fil, puis s'en rapprochait, puis s'en rééloignait. Et comme on l'a expliqué, ça fait bouger les électrons dans un sens, puis dans l'autre, puis encore dans le premier, etc. Et ce courant qui n'arrête pas de changer de sens, comment on appelle ça? Le courant alternatif. Exactement. Lorsqu'on va mettre le générateur en marche, le courant alternatif va donc se mettre à circuler dans le corps du condamné. Et ça va être plutôt dévastateur, car Edison a au moins eu raison sur un point, le courant alternatif est plus dangereux que le courant continu. Car la fréquence de changement de direction, 60 Hz aux États-Unis, c'est-à-dire 60 allers-retours par seconde, ça se rapproche pas mal de la fréquence de nos impulsions nerveuses, et donc ça crée un maximum de tétanisation musculaire, pour un maximum de désordre dans l'organisme. Enfin, malgré tout, notre premier condamné à mort via chaise électrique, Kemmler, il a respiré toujours après un choc électrique de 17 secondes, à 1000 volts. Il fallut donc augmenter la tension à 2000 volts pour la deuxième tentative. Mais le générateur avait besoin de temps pour se recharger. Du coup, l'agonie du condamné n'en finissait plus. C'était plutôt mal parti, eux qui voulaient un truc propre et rapide. Et c'est le deuxième choc qui durera 1 minute entière. Je vous laisse imaginer 1 minute à voir quelqu'un qui est en train de hurler dans la pièce juste à côté de vous, qui le délivre. Après, bon, il est peut-être possible que pendant toute la minute, le gars était inconscient et c'est juste son cœur qui continue à battre. Donc, c'est comme si on électrocutait quelqu'un dans le coma, quoi. En tout cas, ce qui est clair, c'est que les témoins de la scène la décrivirent comme atroce. Il y avait apparemment de la fumée qui s'échappait de Kemmler et une odeur de chair brûlée dans toute la pièce. Alors, il avait effectivement le dos et le cerveau carbonisés par l'électricité qui a tendance à produire beaucoup de chaleur quand elle traverse un mauvais conducteur. Attention, je veux pas dire que Kemmler était un chauffard et que du coup, il avait plus beaucoup de points sur son permis. Non, je veux dire un mauvais conducteur électrique, comme nous tous en fait, tout simplement. C'est-à-dire que l'électricité circule mal dans le corps parce qu'on n'est pas fait pour. On n'est pas du cuivre, quoi. Et donc, du coup, ce cher Kemmler est monté en température. C'est ce qu'on appelle l'effet Joule, si vous voulez tout savoir. Merci la zone. Et c'est comme ça que du coup, les chauffages électriques fonctionnent. Typiquement, l'électricité passe dans des sortes de gros tuyaux du coup qui sont mauvais conducteurs et donc comme l'électricité circule mal, eh bien ces machins là chauffent et c'est ça qui va produire la chaleur. Mais là c'est volontaire. Avec Kemmler c'était pas volontaire.
Après un tel fiasco, ils auraient peut-être dû abandonner l'idée de la chaise électrique. Bah apparemment non, hein. Les médecins qui ont assisté à l'exécution ont été satisfaits du procédé. Il y a même un des inventeurs de la chaise qui a déclaré, après cette exécution, « Nous vivons depuis aujourd'hui dans une société plus humaine. » Bon, je vous assure, son avis n'était pas partagé par tout le monde, hein, car il y avait effectivement des ajustements à faire. Et ouais, parce qu'il y avait quand même un problème de taille. Kemmler était pas mort avec la tension de 1000 volts et il avait un peu roussi avec les 2000 volts. Alors comment régler le thermostat pour que le condamné meure sans brûler vif? Bah, je sais pas, couper la poire en deux et prendre une tension de 1500 volts. Eh bien non. Mais avant de dire pourquoi, est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est la tension, l'experte? Bien sûr. Pour expliquer la tension simplement, on peut la comparer à des vases communicants. Considérez ces deux récipients. Celui de gauche est quasiment vide, alors que celui de droite est totalement rempli d'eau. À votre avis, que se passerait-il si l'on connectait soudainement ces deux récipients avec un tuyau? Bah, l'eau irait du plus rempli vers le moins rempli. Exactement. Et plus la différence de remplissage est grande, plus l'eau va couler vite. C'est exactement la même chose pour la tension. Imaginons maintenant qu'à la place des verres d'eau, on ait un métal ultra chargé en électrons, et de l'autre, un métal avec un déficit en électrons. Si on les connecte, cette fois pas avec un tuyau, mais avec un simple fil en cuivre, eh bien les électrons vont migrer exactement comme l'eau, du métal chargé vers le métal vide en électrons. Et c'est ça la tension. Et donc plus la différence d'électrons entre les deux côtés sera grande, plus on dit que la tension est grande. Et plus la tension est grande, plus les électrons se déplacent vite d'un côté à l'autre. Et de la vitesse, il en faut beaucoup aux électrons pour traverser un condamné à mort. Car, comme je l'avais dit avant, les humains sont de mauvais conducteurs électriques. On est plutôt des isolants. Ce qui fait que si la tension est trop basse, les électrons n'ont même pas assez de vitesse pour rentrer dans notre corps. Bref, ce n'est pas très arrangeant, donc la tension a besoin d'être assez haute. Parce que quand la tension est faible, genre les batteries de voiture à 12 volts, le courant ne peut pas rentrer dans notre corps. Bon, après, je vous recommande pas non plus de jouer avec des batteries, car même si vous vous électrocutez pas, vous pourriez vous brûler et perdre un doigt. Vraiment, ouais. Mathis, il est en train de faire brûler un truc dans sa chambre. Et alors? T'éteins! Bref, on a besoin de 2000 volts pour les exécutions, mais on a toujours notre problème de surchauffe. Du coup, à ce moment-là, on se dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour exécuter en bonnes conditions? T'inquiète, Chris. Les experts de la chaise électrique ont trouvé une solution. Et cette solution, c'est de réduire le temps d'électrocution pour éviter la surchauffe. Et oui, la tension ne fait pas tout. Ainsi, la même tension de 2000 volts peut avoir des effets très différents sur le corps, en fonction de la durée de la décharge. Par exemple, vous avez déjà tous survécu à un courant de 3000 volts. Mais si, c'est la tension du pic de l'électricité statique que vous vous prenez parfois en touchant simplement la portière de votre voiture. 3000 volts, c'est une tension qui pourrait être mortelle, si la décharge durait plusieurs secondes. Mais vu qu'en l'occurrence, l'électricité statique ne vous parcourt que pendant une microseconde, ça ne vous fait rien. Bref, c'est la durée qui fait le danger, et c'est pour ça que l'enjeu a été de trouver la durée d'électrocution parfaite. Celle qui allait être assez longue pour tuer, mais assez courte pour que ça crame pas trop le condamné. Et ce temps parfait, c'est combien du coup? Eh bien, le temps qui a été choisi, c'est de commencer par une première décharge à 2000 volts, mais d'une durée de seulement 10 secondes, car après 10 secondes, le corps est déjà à une température de 60 degrés. On ne peut donc pas continuer, sauf si on veut que le truc il commence à s'embraser, à fumer. Normalement, le condamné est déjà mort à ce stade, mais après une petite pause, on remet quand même du courant par acquis de conscience. Cette fois, le jus est remis par le bourreau durant 20 secondes à seulement 500 volts pour éviter le barbecue party. Je te dis que mes chicken wings, elles sont pas cramées, c'est juste que elles sont bien dorées. La procédure a donc bien été améliorée depuis les premiers balbutiements de la chaise. Mais malheureusement, il reste énormément de ratés, car il suffit qu'un condamné soit plus corpulent qu'un autre ou qu'un casque soit trop grand et rien ne se passe comme prévu. Il est donc pas rare en fait que le condamné respire encore après la première phase de 2000 volts. Ça a par exemple été le cas d'une certaine Ethel Rosenberg, qui a été condamnée à mort pour espionnage avec son mari. Conformément à la procédure, une première décharge lui a été administrée, puis une deuxième, et une troisième. Arrivé à la quatrième décharge, les médecins ont remarqué que son cœur battait encore, grâce à leur petit stéthoscope. Il aura fallu 5 décharges pour qu'elle décède, alors que la première aurait dû suffire en théorie. Le mari de cette Ethel Rosenberg a lui aussi été condamné à mort, et ça ne s'est pas tellement mieux passé pour lui. Il lui a fallu 3 décharges, mais la deuxième a duré, tenez-vous bien, 57 secondes. C'était très long. Et le résultat, des témoins ont rapporté que son corps a fini en ébullition, littéralement. La chaise n'est donc pas si clean que ses inventeurs le prétendaient. Car, au-delà des ébullitions, désolé pour les détails, mais il n'est pas rare que les condamnés défèquent, urinent et même qu'ils se retrouvent avec les yeux exorbités à l'issue de leur électrocution. Ah, c'est vraiment dégueulasse. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils doivent porter un masque? Exactement. Pour les tenir au minimum et les dissimuler à la vue de l'assistance. Bref, je vais pas vous énumérer toutes les exécutions ratées, tant il y en a eu, quoi. Contrairement, du coup, à l'échafaud, j'ai envie de dire, où là, du coup, c'est rapide, net et précis. Mais ça, c'est la France, hein, messieurs, dames. Et pas n'importe laquelle.
la France du général de Gaulle. Comme par exemple l'exécution de James Wells, à qui on a dû administrer 12 décharges successives, ou sinon il y a même l'exécution de F.J. Bullen, qui a été déclaré mort après avoir été électrocuté, puis trouvé en train de respirer dans son cercueil. Bon, il a finalement été replacé sur la chaise et réélectrocuté, pour de bon cette fois. Et d'ailleurs, au Panthéon des ratés, on peut même citer l'exécution de Pedro Medina, qui a pris feu sur sa chaise, en 1997. Bref, après la chaise électrique, il faut souvent choisir entre l'agonie à cause d'une décharge trop courte, ou l'incendie lorsque la décharge est trop longue. Et ça, on ne le sait pas assez, d'où cette vidéo. Et en même temps, ce n'est pas simple de trouver la durée intermédiaire et idéale qui permet une mise à mort un tant soit peu efficace. En tout cas, j'espère que vous avez mieux compris comment la chaise électrique fonctionne maintenant, ou plutôt, peut-être comment elle dysfonctionne. Après tant de cafouillage, on pourrait presque se demander si ceux qui encouragent cette méthode d'exécution n'ont pas, comme disait l'autre, plus d'affinité avec les assassins que ceux qui la combattent. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo sur ce nouveau format vous aura plu. Et d'ailleurs, pour le petit coup marketing de Thomas Edison qui voulait discréditer le courant alternatif en inventant la chaise électrique, eh bien ça a complètement échoué. Et ouais, le monde entier a fini par s'équiper avec du courant alternatif. Et il a fini ruiné, le con. Ah le karma a joué son rôle. Exactement. Bon, et bien sur ce joyeux épisode, je vous laisse, et j'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver bientôt. D'ailleurs, aucun rapport, mais ça m'attriste un peu, j'ai toujours pas de nom. C'est pas pour être chiante, mais c'est un petit peu impersonnel, quoi. Niveau identité, je peine à savoir qui je suis, hein. Ah, mais t'inquiète pas, mon Thierry, les gens vont faire des propositions en commentaire. Puis tu sais, je dis Thierry, mais c'est temporaire, hein. On trouvera mieux, t'inquiète. Merci, ça me touche. Bye.